La Guinée-Bissau va organiser du 23 août au 23 septembre un recensement électoral en prévision des prochains scrutins législatifs et présidentiels qui devraient permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays. Au Niger, les acteurs de la société civile qui ont recouvré leur liberté mardi après 4 mois passés en prison annoncent que le combat ne fait que commencer. Pour eux, la prison n'a fait que renforcer les ardeurs. Et puis en Érythrée, la population salue la réconciliation récemment intervenue entre leur pays et l'Éthiopie. À l'aube de la paix retrouvée et de la réunification des familles divisées, les Érythréens rêvent d'un changement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Guinée-Bissau va organiser du 23 août au 23 septembre prochain un recensement électoral en prévision des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Ces élections devraient permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du PAIGC, le parti au pouvoir. Les détails. Le recensement vise à inscrire 400 000 nouveaux électeurs qui doivent s'ajouter aux 593 000 figurant déjà sur la liste depuis 2013. Cela devrait permettre d'aboutir à près de 2 millions d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Ces inscriptions sur la liste électorale sont prévues du 23 août au 23 septembre en prévision des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Les élections législatives du 18 novembre doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du PAIGC, le parti au pouvoir. L'actuel Premier ministre, Aristide Gomes, avait annoncé le 19 juillet la confection urgente de nouvelles cartes biométriques pour les législatives de 2018 et la présidentielle de 2019. Dans une lettre au président de l'Assemblée nationale, le PAIGC avait demandé début juillet que ces cartes soient confectionnées au Brésil pour gagner du temps à l'approche des législatives. Mais le président José Mario Vaz et des partis de l'opposition ont rejeté cette proposition, estimant les conditions réunies pour que ces cartes, dont le coût n'a pas été indiqué, soient fabriquées en Guinée-Bissau. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa, installé au pouvoir par les militaires, a promis des élections libres, honnêtes et transparentes. Mais le chef de l'opposition doute toujours de la crédibilité des scrutins à moins d'une semaine de la date prévue. Mais quels sont les enjeux des premières élections d'après l'ère Robert Mugabe? Élément de réponse avec le docteur Shower Maoa, analyste politique et directeur adjoint du bureau de liaison d'Afrique australe. There is a reason to be anxious about whether or not the military. Nous avons des raisons de nous demander si l'armée va accepter une victoire de l'opposition, particulièrement parce qu'elle a récemment mené un coup d'État que tout le monde a bien sûr décidé d'appeler une transition militairement facilitée pour des questions de commodité. Mais nous savons que, à toute fin pratique, l'armée a pris le contrôle et que c'est elle qui détermine la direction que prend l'économie au Zimbabwe. Des violences à la suite de l'élection sont possibles selon le résultat du scrutin. Et bien sûr, nous avons déjà pu voir que l'opposition n'accepterait pas une élection qu'elle n'aurait pas gagnée. Elle ne l'a pas dit en ces termes, mais elle a montré de manière variée qu'elle n'accepterait pas un résultat qui la donnerait perdante. Au Mali, la seule femme candidate à l'élection présidentielle, Djeneba Ndiaye, a rencontré ses partisans à Sikasso, sa ville natale, dans le sud du pays. La femme d'affaires, qui se dit motivée par sa volonté de sortir les femmes de leur isolement, affrontera une vingtaine d'hommes le 29 juillet prochain. Reportage. Dans sa ville natale de Sikasso, au sud du Mali, Kanté Djeneba Ndiaye incarne la femme providentielle. À 55 ans, cette chef d'entreprise s'est lancée dans la course à l'élection présidentielle. Seule femme candidate, elle veut défendre celles qu'elle appelle ses sœurs maliennes et les sortir de leur isolement.
sous les couleurs de l'Alliance Femmes en marche pour un Mali émergent. Et ils ont dit qu'ils ont confiance en moi pour les réunir, les femmes de Kidal et puis de Caille, de Ségou, Sikasso, pour les réunir ensemble, de dialoguer pour la démocratie de notre pays, pour que nous sommes ensemble avec tous les hommes, les jeunes, pour le partage équitable. Tout ce qu'on trouve au Mali, qu'on partage équitablement. Dans un climat d'extrême tension, Kanté Djeneba Ndiaye affronte 23 hommes, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, en lice pour un second mandat. Elle compte bien profiter du bilan qu'elle juge catastrophique du président Keïta sur le plan sécuritaire pour tirer son épingle du jeu. Les femmes aussi bien que les hommes ont des possibilités. Il n'est pas dit que c'est l'homme seul qui a des possibilités de construire un pays. Une femme également peut avoir les mêmes capacités de construire les pays si elle a de bonnes idées et si elle est soutenue par des hommes compétents. Donc je pense qu'elle peut bien faire le travail. Là où les hommes ont échoué, elle peut aller au-delà. Jusqu'ici peu connue du grand public, Kanté Djeneba Ndiaye n'a que très peu de chances de bousculer les deux grands favoris, Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant, Soumaïla Cissé. Sa candidature et son discours poussent néanmoins les femmes maliennes à s'investir de plus en plus en politique. Au Niger, les acteurs de la société civile détenus depuis 4 mois en prison ont recouvré leur liberté mardi. Mais pour eux, le combat ne fait que commencer. La prison n'ayant fait que renforcer leur ardeur. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou. Mardi 24 juillet 2018, très tôt le matin, les citoyens de la capitale, plusieurs centaines, ont envahi le palais de justice et ses alentours. Ils sont venus écouter le verdict du juge sur le procès des activistes de la société civile détenus depuis 4 mois pour une manifestation jugée illégale et qui a dégénéré le 25 mars dernier. Après quelques heures d'attente, c'est le soulagement. Le juge les a condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Les avocats s'en félicitent. Le juge a dit le droit, selon maître Boudal Mouloud Efred, l'un des avocats des acteurs de la société civile. Il y a un objectif dans ce dossier, il faut que ça serve l'état de droit. Je pense que le juge a refusé de servir d'instrument. C'est tout à fait la fierté. Nous allons continuer à porter nos robes avec fierté parce que quelque part, il y a des juges qui disent les droits. Et je pense que ça honore tous les magistrats, ça honore les justiciables qui, une fois, peuvent continuer à avoir confiance à la justice, du moins jusqu'à preuve du contraire. Le même jour, plusieurs acteurs de la société civile vont regagner leur domicile triomphalement accueillis. L'un des activistes, Ali Idrissa, détenu dans la prison la plus éloignée de la capitale, est rentré le mercredi 25 juillet 2018 dans l'après-midi. C'est un accueil de grande taille qui lui a été réservé par les populations de Niamey qui l'ovationnaient tout le long du cortège. Il est sorti plus que jamais déterminé à poursuivre la lutte. Si ces gens savent c'est quoi la prison, ils n'allaient jamais nous arrêter. Je crois que la prison n'a fait que réaffirmer notre conviction à continuer ce combat. Le combat, on ne le fait pas pour nous. S'il s'agit de nous autres là, nous allons manger, dormir. Mais nous savions bien qu'il faut des sacrifices. Et nous sommes prêts à assumer ces sacrifices. Je disais, nous n'avions même pas pris tous nos bagages. Nous sommes prêts à retourner quand ils veulent en prison. Si c'est ça pour eux, si c'est ça leur force. Mais nous le ferons pour le peuple nigérien. Pour que la démocratie soit restaurée dans ce pays. Pour que les droits humains soient une effectivité dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes battus pendant toutes ces années. D'autres acteurs de la société civile qui n'ont pas encore été jugés gardent toujours prison. Ils sont les organisateurs d'autres manifestations interdites après l'arrestation des leaders qui viennent de recouvrer leur liberté. Et parlons toujours de la libération des acteurs de la société civile nigérienne. Alioune Tine, le directeur régional Afrique de l'Ouest d'Amnesty International, était à Niamey pour leur apporter son soutien. Après le verdict, il a salué la décision du juge. On l'écoute. Nous faisons le constat que, quand même, au Niger, il y a une justice indépendante. Il y a des magistrats qui sont indépendants. Cette décision, elle est juste et cette décision est conforme au droit. Donc ça, pour ça, nous le saluons. Ce que nous saluons aussi, cette mobilisation très forte qui a une signification pour nous. Que les populations soient là, fortement mobilisées, ça veut dire que les Nigériens sont fortement attachés aux acquis démocratiques, à leur liberté fondamentale et également à une justice indépendante. Je pense que tout le monde devrait prendre de la graine par rapport à cela. C'est très important ce que nous avons vécu aujourd'hui. Pour nous,
vous avez vu quand même ce qui se passe au Sénégal. Et vous suivez ce qui s'y passe. Et de notre point de vue, quand on vient au Niger, mais vraiment nous ne perdons pas espoir de voir ici en Afrique des tribunaux et des juges qui sont des juges indépendants, qui défendent le droit, rien que le droit. Et ça, c'est très important de le dire. En Érythrée, la population salue la réconciliation récemment intervenue entre leur pays et l'Éthiopie. À l'aube de la paix retrouvée et de la réunification des familles divisées, les Érythréens rêvent d'un changement dans leur quotidien. Plus de précisions à travers ces images. Dans les faubourgs d'Asmara, un cimetière de tanks, de camions et de bus militaires rouillés témoigne encore des décennies de guerre qui ont opposé l'Érythrée à l'Éthiopie 18 ans après la fin de leur dernière guerre. Mais l'hostilité entre les deux pays voisins a été comme balayée le 9 juillet dernier par une réconciliation spectaculaire qui amorce pour ses anciens ennemis une nouvelle ère. On note déjà les premiers signes de la paix retrouvés avec notamment la reprise de vols commerciaux entre Addis Abeba et Asmara le 18 juillet. À leur bord, des familles et des officiels émus. Je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Je suis très heureux d'avoir retrouvé ma mère aujourd'hui. On ne peut rien comparer à la paix. Maintenant, les jeunes peuvent aller d'Érythrée en Éthiopie et aussi d'Éthiopie en Érythrée sans aucun problème. Pour les deux nations, cet accord de paix est très important, en particulier pour les possibilités d'emploi. Le président érythréen n'a pas laissé entendre que la réconciliation avec Addis Abeba allait entraîner de profonds changements de politique intérieure. Mais pour beaucoup de jeunes érythréens, le principal enjeu de la paix sera l'abandon du service militaire obligatoire qui comprend une période d'entraînement puis l'affectation des recrues à des postes civils qu'ils ne choisissent pas. Censé durer 18 mois, ce recrutement a été comparé par les Nations Unies à de l'esclavage. Le gouvernement justifie ce service militaire, entre autres mesures répressives, par la nécessité de nourrir l'unité nationale et de contrer la menace éthiopienne. Au Bénin, cela fait déjà 1 an que le programme national d'alimentation scolaire intégrée a été lancé pour appuyer l'enseignement primaire dans les zones d'insécurité alimentaire et de sous-scolarisation. À l'heure d'un premier bilan, les acteurs du secteur de l'éducation et de l'alimentation se sont réunis ce jeudi à Cotonou. Voici le reportage de Claire Stéphane Sacramento. Accompagner l'éducation en éliminant la faim en milieu scolaire, c'est le but ultime du programme national d'alimentation scolaire intégrée, PNASI, piloté par le Programme alimentaire mondial. Il est question de maintenir les apprenants à l'école en subvenant à leur alimentation. Une politique qui leur évite de parcourir des kilomètres en milieu de journée, avec le risque qu'ils ne reviennent pas à l'école, car épuisés. 1 an après son lancement, le programme fait son bilan de parcours. Depuis le 16 septembre 2017 jusqu'à ce jour, 320 000 apprenants ont pu bénéficier de façon régulière des repas chauds servis à la mi-journée tous les jours de classe. Le moment choisi ne pouvait être meilleur qu'en cette fin d'année scolaire pour faire le bilan des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et tirer les leçons pour la pérennisation du programme. Cette réunion des acteurs pour faire l'état des lieux est primordiale. Au cours des présentes assises, il sera spécifiquement question d'analyser la pertinence des activités du PNASI par rapport aux priorités nationales en matière d'éducation, de nutrition et de sécurité alimentaire. Tirer des leçons et faire des recommandations. En effet, au sortir de la table ronde du 5 juillet 2018 sur les cantines scolaires dans notre pays, 1600 écoles primaires s'ajouteront aux 1579 existantes à compter du 17 septembre prochain, portant le taux de couverture nationale
à 51%. La lutte pour la sécurité alimentaire permettra d'offrir une éducation de qualité aux enfants vulnérables. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.